C'est charmant. Vous arrivez tranquillement dans le studio accompagné par la musique. C'est très joli comme image. Bonjour Stanislas. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bah écoutez, en pleine forme. Merci d'avoir couru pour nous rejoindre dans cette édition. Oui, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Mais oui, mais on vous pardonne, on est très content de vous voir. Alors, comme je dis aux auditeurs, on fait quand même un petit tour rapide par l'actualité chaude du moment. Le pape, quelle a été votre réaction à son décès? Bah écoutez, on évidemment ému de voir d'apprendre cette nouvelle. Ça reste un événement mondial extrêmement important. Je crois qu'il est de bon ton aujourd'hui de voir ce qui a été bon dans son pontificat. Le temps du bilan viendra sûrement plus tard. Il faut, je crois, en tant que catholique, prier pour son âme désormais, et essayer d'analyser froidement dans quelques temps ce qui s'est passé sous son pontificat. Je crois qu'il y a des bonnes choses, qu'il ne faut pas être dans la caricature. Je crois qu'il y a ici et là des réactions qui m'ont un peu étonné, qui ont été extrêmement virulentes, soit des gens de gauche qui ne comprennent pas que sur tout un pan de ses prises de position, notamment conservatrices, il est resté fidèle à la doctrine de l'Église, et que sur d'autres positions, évidemment la droite était un peu parfois excessive, mais qu'il faut justement rester prudent dans ces moments-là et attendre encore quelques temps avant de commenter tout ça à tête reposée. Dans la partie des choses que les catholiques et donc les quelques analystes qu'on a reçus aussi à notre antenne peuvent souligner de positif dans le bilan de ce pontificat, c'est les positions assez fermes du pape concernant les questions sociales comme l'avortement ou l'euthanasie. Et c'est une transition parfaite. On voulait parler euthanasie avec vous ce matin, Stanislas Rigaud. Peut-être commencer par donner aux auditeurs votre position assez générale sur le sujet. C'est un sujet compliqué, justement, qui mêle les convictions personnelles des uns et des autres, les convictions aussi liées à la foi des uns et des autres. Mais vous avez parlé du pape François, mais l'argument d'autorité que je vais employer ce matin n'est pas catholique, n'est pas du pape François, mais il est d'Alain Minc. Alors, aussi étonnant aussi étonnant que cela puisse paraître, il se trouve qu'Alain Minc était l'invité. Alors pour nos auditeurs, c'est évidemment l'incarnation paroxystique de ce que pourrait être le macroniste, à savoir un centriste qui sévit depuis de nombreuses années, alors brillant certes, mais qui en tout cas n'est pas connu pour ses prises de position conservatrices, et qui déclarait à l'occasion de son invitation au grand jury, donc en partenariat avec le Figaro: « Je suis convaincu que c'est une loi pour Saint-Germain-des-Prés, pour des gens qui ont une indépendance financière. Le risque chez les gens moins aisés, c'est que le droit de mourir devienne le devoir de mourir. » Et j'ai trouvé cette prise de position particulièrement intéressante. J'ai trouvé la formule est particulièrement bonne également de la part d'Alain Minc. Et alors qu'à l'Assemblée nationale, et c'est François-Xavier Bellamy qui le rappelait, il y a eu plus de quasiment 30 heures de débat, seulement 3 heures ont été consacrées à l'écoute de soignants, à l'écoute de personnels médicaux. Et il y a un sujet qui est oublié, ou en tout cas qui n'est pas assez présent dans les débats à l'Assemblée nationale, ou même plus globalement dans le débat public. C'est la question des soins palliatifs qui est pourtant le grand absent, ou en tout cas, comme on dit parfois, l'imam caché de ce sujet. Toujours tout ramener à l'islam, on voit d'où vous venez. Non, pas du tout, c'est évidemment pour la blague, c'est une expression de débat, mais vous avez sûrement la référence, Alexandre, mais vous feignez de ne pas l'avoir. Et donc je regardais ce matin en venant dans votre émission, d'où mon retard. Non, c'est qu'il pleut et c'est absolument atroce. Vous suivez ligne droite et vous avez bien raison, faites-le, chers auditeurs. Mais alors, c'est les chiffres que je regardais, c'est un temps pour la vie, donc qui est un collectif qui s'est lancé il y a quelques temps maintenant, qui essaye justement de faire de l'influence à ce propos, qui essaie de dénoncer ce qui pourrait se passer à l'Assemblée nationale. Mais en France, 2/3 des patients ayant besoin des soins palliatifs ne peuvent en bénéficier. Il n'y a que 7500 lits de soins palliatifs en France, qui est largement insuffisant. Et le développement des soins palliatifs pourrait éviter 80% des demandes d'euthanasie. On pourrait peut-être expliquer ce que sont les soins palliatifs quand même, parce qu'en fait, dans l'esprit des gens, c'est pas toujours clair. C'est-à-dire qu'en fait, on leur parle d'accompagner vers la mort, et c'est forcément quelque chose qui fait peur aux gens, et ce qui est assez normal, somme toute. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce personnel des soins palliatifs, c'est que ce sont des gens
qui en fait font en sorte que la fin de la vie, ce qui est une période par laquelle l'essentiel d'entre nous devront passer. Peut-être pas vous, Alexandre. Non, j'espère m'en sortir dans tout ça, mais en fait, c'est des gens qui, c'est pas seulement une maison, c'est pas vraiment une maison de retraite, c'est pas vraiment un EHPAD, c'est pas vraiment enfin, c'est une structure assez particulière où en fait, ce sont des gens qui sont formés pour à la fois soigner et éviter au maximum la douleur. C'est déjà ce qui est Ouais. fait en fait dans les Soulager. se soulager toutes les peines, et aussi en fait ce sont des gens qui sont très formés, très au point psychologiquement. Quand même sur la manière d'appréhender évidemment la plus grande enfin je vais dire le grand drame de l'humanité qui justement consiste à essayer voilà de leur redonner de leur donner une sociabilité, de leur faire comprendre que en fait ils peuvent avoir que la fin de leur vie peut être agréable malgré les maladies qu'ils peuvent subir, malgré les souffrances qu'ils auront, que ça peut être alors, agréable, peut-être que le mot est un peu fort, vous avez raison, mais d'une autre manière, en tout cas, que ça peut être Plus doux, tout oui. à fait voilà, plus doux, et qu'ils ne seront pas seuls aussi dans cette période. Et c'est des gens qui donnent énormément de leur temps, qui sont extrêmement volontaires, qui font un métier très difficile, et en même temps qui dédient leur vie justement à tout ça. Et vous avez tout à fait raison de le souligner. Les gens généralement ne savent pas trop ce que sont les soins palliatifs, raison pour laquelle aussi on a assez peu de budget qui en met en place là-dedans. Oui, et puis je crois qu'il y a un agenda politique derrière cette question de l'euthanasie, pardon. C'est un sujet qui est maintenant préempté par des progressistes depuis des années et des années. Et il y a une suite logique à tout ça, sur toutes ces avancées sociétales. Mais pour la première fois, et c'est ce qui est aussi intéressant, je crois, dans ce débat, pour la première fois de l'histoire récente, une loi dite progressiste, ou en tout cas une loi, euh, oui, si, une loi progressiste, pourrait ne pas passer à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a une possibilité, par visiblement le refus du Rassemblement national, je crois que le député Christophe Benz fait un gros travail dessus, les Républicains vraisemblablement, eu égard des positions de Bruno Retailleau, et même d'ailleurs je crois de Laurent Wauquiez, ne voteraient pas ce texte, et une partie du centre est divisée sur cette question. Donc c'est aussi... Même à gauche, on retrouve des opposants d'ailleurs. Et même à gauche, on trouve des opposants parce que c'est un sujet extrêmement compliqué où en fait les histoires personnelles des uns et des autres peuvent évidemment infléchir le débat, et chacun a de bonnes raisons. Vous parliez tout à l'heure vous expliquiez ce qui étaient les soins palliatifs. Tout le monde n'a pas eu cette chance dans ce pays d'avoir recours à ces services, et certains ont pu connaître des fins de vie de proches particulièrement douloureuses, atroces, et considèrent que la solution est justement dans l'euthanasie pour permettre à un proche de partir, non pas sans souffrir, mais en tout cas le plus rapidement possible. Ça conduit à des dérives, c'est ce qui se passe notamment en Belgique, puisque l'euthanasie est ouverte à des plus jeunes, où certains Au Québec demandent, aussi, au je Québec, crois. il me semble, exactement. Et en Belgique, c'est assez frappant, puisqu'il y a des très jeunes, des gens très jeunes qui demandent à être euthanasiés parce qu'ils souffrent dans leur vie, et là, on est réellement il n'y a pas d'autre mot, sur un suicide assisté. Mais d'un point de vue plus politique, encore une fois, ce serait incroyable, et c'est pour ça qu'il y a encore, avant que le texte soit voté, du travail à faire, et c'est pour ça que j'ai cité certains élus, François-Xavier Bellamy, Un temps pour la vie, une association, Christophe Benz du Rassemblement national et d'autres. D'ailleurs, le parti Reconquête également, je crois que le parti d'Éric Ciotti s'y oppose également. Ça serait quand même, là je sors du sujet en tant que tel, mais une première qu'une loi allant dans le sens de l'histoire, comme on aime à le dire, serait empêchée de passer à l'Assemblée nationale. Et ça fait écho à ce que disait Raphaël Enthoven à l'occasion de la Convention de la droite, pardon, il y a maintenant quelques années, qui expliquait devant un parterre de gens de droite que de toute façon, aucune loi dite progressiste ne pourrait être battue ou pourrait reculer dans le pays. Et c'est tout l'intérêt de ce suivi d'un point de vue politique, évidemment d'un point de vue humain et d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue politique, il se pourrait qu'il y ait un basculement sur ce texte très précis à l'Assemblée nationale. Et puis, vous l'avez dit, Alexandre Delialzin, même au sein de la gauche, il y a des débats, il y a des débats vifs dessus. Et j'en profite, c'est pour ça que j'étais sur mon téléphone à l'instant, mais les Français sont
majoritairement favorable. Très majoritairement d'ailleurs. 83% selon Cluster 17, et les études d'opinion vont plutôt dans ce sens. Mais il y a un travail, et je crois qu'il doit être fait par des médecins, par des spécialistes de ce sujet, puisque c'est très compliqué. Et évidemment, encore une fois, ça peut être particulièrement sensible. Mais un vrai travail d'explication et de pédagogie sur ce qu'est l'euthanasie dans ce pays. Puisqu'encore une fois, et vous l'avez rappelé par votre explication sur les soins palliatifs, il y a un manque de connaissances. Je me mets évidemment là-dedans également. Je n'ai pas été confronté, moi, à de situation familiale ou personnelle qui aurait pu me conduire à m'intéresser de très près à ce sujet. Mais en tout cas, il y a un travail de pédagogie à faire pour expliquer ce qu'est l'euthanasie. Surtout qu'aujourd'hui, c'est présenté comme un soin, une façon de soulager la douleur, et on dénature presque la mort, en fait, en présentant ça comme ça. Ça devient un remède, alors que c'est quand même bien différent. On parle juste de mourir, pas de soigner. Et je crois que dans les sondages qui sont sortis, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on voyait que, oui, environ 80 ou à 90% des Français y étaient favorables, mais moins d'un Français sur deux savait vraiment de quoi il s'agissait, dans quoi consistaient les soins palliatifs, ou alors on avait une idée qui qualifiait même de vague ou quelque chose comme ça. À côté de ça, ce qui est assez intéressant, c'est de voir quelle est l'opinion des soignants sur ce sujet. Et voir que en fait, les soignants vont complètement à rebours dans leur immense majorité de la population, c'est aussi quelque chose d'assez particulier. Le fait que les professionnels eux-mêmes soient pour le coup majoritairement défavorables à ça. Je parle évidemment des personnels des soins palliatifs, mais aussi des médecins en général, qui eux-mêmes en fait disent qu'ils ne souhaitent pas de vouloir administrer des euthanasies un jour. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui est actuellement contenu dans le texte de loi. C'est Richard qui l'expliquait tout à l'heure en entretien avec Jean-Frédéric Poisson à ce sujet, mais d'une certaine façon, si la loi passe telle qu'elle, il serait plus simple de faire une euthanasie qu'une démarche administrative classique pour fonder une entreprise. Enfin, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Vous parliez des dérives qu'il peut y avoir en Belgique. Là, si je me trompe pas, dans l'état actuel du texte, du projet de loi, on pourrait arriver à une euthanasie sans aucun garde-fou, sans aucune barrière d'une quelconque façon, et en fait très rapidement arriver à ce que tout le monde craint, qui est une possible généralisation de l'euthanasie. Je voyais un entretien de Pierre Valentin avec Jérôme Fourquet sur la chaîne de Transmission, qui expliquait notamment qu'il y a déjà eu une grosse transition qui a été faite sur les 50 dernières années sur la façon de mourir, ne serait-ce qu'avec l'enterrement qui a été grand remplacé, pardonnez-moi l'expression, par la crémation. Maintenant, en fait, si on va peut-être arriver à un grand remplacement de la manière de mourir, si jamais, effectivement, il y a une généralisation de l'euthanasie aussi. Enfin, c'est un changement, ce serait un bouleversement de société assez hallucinant d'une certaine façon. Oui, assez puissant, et je regardais justement toujours à l'instant, mais c'est le cas d'Olympe, justement, en Belgique, qui a 23 ans, qui est une youtubeuse belge, et qui disait vouloir recourir à l'euthanasie. Ça change le paradigme, évidemment. Et puis, il y a deux choses intéressantes, je crois, également dans ce sujet. La première, c'est le génie politique de la part des progressistes, ou en tout cas des personnes prônant ces avancées, ces dites avancées sociétales. Alors évidemment, c'est sur la sémantique, puisqu'en effet, la façon dont l'on parle de ce sujet et les mots que l'on emploie ont évidemment une incidence. C'est-à-dire parler de suicide assisté, ça n'a pas le même écho que de parler d'euthanasie. C'est évidemment ou d'aide à mourir, ou d'aide à mourir, ou d'accompagnement dans la mort. Et ça va dans une propagande des images aussi, puisque toutes les vidéos qui ont circulé dernièrement sur le sujet avec des témoignages, c'était des personnes qui effectivement souffraient tellement que chacun, on s'est forcément dit à un moment donné, à sa place, qu'est-ce que je préférerais faire ? Et ensuite, la réponse appartient à chacun, mais on s'est tous au moins posé la question devant tant de détresse et de souffrance physique, et c'est vrai que c'est marquant. Jamais on a eu le cas de gens qui nous ont dit, voilà, à un instant T, j'ai voulu mourir, et ensuite je suis revenue sur ce que je pensais, sur ce que je voulais à un instant T, et peut-être même pendant des mois, parce que les choses se sont améliorées, parce qu'entre-temps, je sais pas, ma famille s'est mise à
même entouré d'une façon différente, on a découvert un traitement entre-temps, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Ça, on n'a pas du tout communiqué là-dessus. Et le JDD a fait un très bon article exactement à ce sujet il y a quelques jours. Je précise que ce qui est assez fascinant, et c'est exactement ce que vous dites, Liselotte, mais en fait, choisir l'euthanasie, ça veut dire en fait refuser la possibilité d'un miracle aussi, d'une certaine façon. C'est ça qui est aussi. Et en fait, c'est quelque part encore plus rationaliser, automatiser la société d'une certaine façon, en disant bah, j'ai tant de pourcents de chances de mourir dans les prochains mois et compagnie. Il y a 0,5% de chances que je survive, donc rationnellement, c'est plus simple de. Et en fait, il n'y a plus d'espoir. Enfin, en fait, ça tue l'espérance d'une certaine façon. Bah, c'est le cas de le dire, Charles Alexandre, en effet, vous avez raison. Sans vie, peu d'espoir. Non, mais vous avez raison, évidemment, et vous avez entièrement raison. Et encore une fois, et je le rappelle et je le répète, puisque c'est important, il ne faut pas simplement traiter les conséquences, mais il faut traiter les causes. Et les causes sont évidemment, on en parlait sur les soins palliatifs, un sujet extrêmement important et qu'il faut justement travailler. Et encore une fois, expliquer aux gens qu'il y a des moyens et des façons d'accompagner des personnes dans leur souffrance et de façon humaine, mais aussi et surtout de façon médicale. Et quand on voit, je vous l'avais dit, la réaction des médecins et du corps médical en règle générale, il serait bon de s'interroger. Et je trouve que leurs réactions sont plutôt courageuses. Et il faut les entendre, il faut leur donner la parole pour qu'ils expliquent justement concrètement ce que c'est. Et ne pas simplement tomber dans un combat qui serait un combat politique et surtout qui implique évidemment, comme vous l'avez dit, Alexandre Galzin, mais s'il faut le rappeler, c'est des actes qui sont définitifs. Alors ça peut paraître absurde et ridicule de le rappeler, vous venez de le faire, je le fais également. Merci de rappeler le ridicule de mon intervention. Non, mais je veux dire, ça paraît idiot de le dire et de dire que bah oui, l'acte de l'euthanasie est définitif. Et par essence, ça l'est, et c'est tout le problème. Et justement, il faut croire au progrès de la science, il faut être optimiste, espérer des solutions. Et continuer d'espérer que des solutions pour les personnes souffrantes puissent exister. Il y a d'autres sujets sur lesquels l'acte médical est décisif et pourtant on a quand même la sensation que c'est pas assez expliqué, pas assez présenté. Enfin, même si les personnes qui procèdent à ce genre d'intervention diront oui, j'en ai bien conscience, mais elles n'ont pas forcément en revanche toujours conscience de ce que ça implique pour la vie future, du potentiel regret qu'elles ressentiront à un moment donné. C'est par exemple l'avortement, évidemment, mais c'est aussi toutes les chirurgies de stérilisation, parce que c'est comme ça que ça doit s'appeler. Et là, pareil, c'est encore toujours, ça interroge notre rapport à la vie et la façon dont on veut avoir un contrôle définitif, total et souvent mortifère. Bah, c'est évident, et je crois que là où c'est plus compliqué, évidemment, pour le sujet de l'avortement, c'est la façon dont il est incarné. C'est-à-dire que la personne âgée, tout le monde a des grands-parents, tout le monde a des personnes souffrantes dans sa vie, et donc c'est physiquement facile d'imaginer sa grand-mère de mourir. Est-ce qu'on doit prendre cette décision ou non? C'est évidemment plus compliqué pour le cas de l'avortement, et il y a eu évidemment un récit qui est imposé depuis des années sur justement le temps, l'instant T où l'on décide de la vie présente dans le ventre de la mère. Et c'est pareil, c'est un travail sur des années, qui d'ailleurs a été l'objet de sujets polémiques il y a peu de temps, puisqu'il y a eu le délai, le rallongement du délai pour avorter. Il y a eu le sujet de la constitutionnalisation de l'avortement il y a de ça 1 an et demi ou 2. Donc c'est encore des sujets prégnants, et c'est le sujet évidemment le plus sensible de la société française. Et si l'on veut justement éviter que la question de l'euthanasie devienne un sujet immuable, intouchable, il faut s'en emparer maintenant, mais de façon extrêmement rationnelle. Et c'est là, je crois, tout l'intérêt d'avoir du personnel soignant qui s'empare de ce sujet, puisqu'ils ont une expertise. On est dans une société où on demande beaucoup l'avis des experts, où on est très content de les avoir sur X sujet. On écoute les cheminots quand il s'agit de faire grève, écoutons les médecins quand il s'agit de questions médicales. Et encore une fois, ça implique leur vie personnelle et également le serment d'Hippocrate, serment qu'ils ont prêté. Et encore une fois, je ne suis pas médecin, je n'ai pas la prétention de leur expliquer s'ils doivent faire, mais quand autant de personnels soignants avec des opinions bien variées prennent position sur le sujet, il faut les prendre en compte.
Oui, puis il y a également une autre dérive qu'on n'a pas forcément évoquée, c'est l'euthanasie sans consentement. Donc, c'est déjà arrivé en Belgique. En 2018, une euthanasie a été réalisée en Belgique, donc sur une personne sans son consentement et sans recourir au second avis médical requis par la loi. Donc, on peut limite parler finalement carrément de crime, en fait, d'une certaine façon, puisque bon, pour... D'assassinat. ben oui, voilà. Enfin, c'est quand même assez même stupéfiant. Mais qu'a dit la personne après avoir été euthanasiée? Ah ben là, il est du coup. Mais la notion de consentement est On va toujours, rire un peu, sinon on va déprimer dès le matin. toujours particulière à ce niveau-là parce que en fait, d'une certaine façon, on croit que la liberté c'est uniquement soi-même son propre libre arbitre et que en fait généralement on a tendance à considérer que ce qui va limiter la liberté, ça va être justement l'État, les lois étatiques et tout ce qu'on veut. D'un autre côté, ce qui va amenuiser notre liberté d'une autre façon, c'est par exemple, j'en sais rien, la pression familiale, la pression de la société en général, qui effectivement, si on tend à considérer que les plus faibles sont quelque part des parasites et que effectivement ça sert à rien de continuer à vivre dans telle situation, etc. Si on reçoit toute cette pression alors qu'on est soi-même faible et attaqué par la maladie, oui, en fait, c'est aussi une réduction de notre propre liberté. C'est-à-dire qu'il faut peut-être arrêter de considérer que un choix personnel, c'est un choix. Enfin, à partir du moment où un choix est posé par une personne, c'est un choix qui est libre de toute influence d'une quelconque façon et il n'y a que l'État qui serait potentiellement potentiellement présent pour opprimer la liberté. Le temps file, on passe au sujet suivant si vous le voulez bien. On parle de Mayotte et de ce mur de fer d'Emmanuel Macron contre l'immigration irrégulière. Stanislas Rigaud, vous êtes content d'apprendre qu'Emmanuel Macron se saisit du sujet de l'immigration irrégulière ? S'il faut des cyclones et des vagues migratoires sur un espace extrêmement réduit pour qu'Emmanuel Macron prenne en compte la question migratoire et identitaire, migratoire et d'ailleurs pas tant identitaire, mais à minima migratoire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on espère qu'il y a un cyclone qui passe sur la France métropolitaine. C'est ce que j'allais dire, un cyclone dans un endroit désertique évidemment, mais un cyclone quand même. Non, c'est intéressant ce qui se passe à Mayotte parce que évidemment c'est dramatique, la situation est humanitaire et désastreuse, la situation migratoire l'est également, la situation économique tout autant. Mais ce qui est absolument fascinant, et c'est une redite sûrement de vos précédents invités ou intervenants, ou en tout cas... Vous le direz mieux, Stanislas. J'en suis persuadé, c'est pour ça que je le dis. Vous parlez de Richard de Sèze, là, Alexandre, ah non, donc je ne serai pas aussi... catégorique. Non, oui, c'est ce que j'allais dire. Vous savez, l'admiration que j'ai pour Richard de Sèze. J'espère qu'il nous écoute. Là-haut. Là-haut, oui. D'ailleurs, c'est sympa de vous en être, de l'avoir dans cette matinale. J'ai l'impression que vous avez fait du bon travail en 2 semaines. Pardon, j'ai perdu le fil de mon propos. Oui, pardon, c'est évidemment ce temps de retard permanent du camp central sur toutes les thématiques imposées par la droite. C'est-à-dire que ce qu'ils font à Mayotte, très bien, pourquoi pas, tant mieux si des dispositions sont prises pour limiter la casse ou essayer de l'arrêter. Simplement, ce qu'Emmanuel Macron veut faire à Mayotte, c'est ce que les patriotes, les nationaux, les gens de droite réclament en France, partout, que ce soit en France métropolitaine ou dans les Outre-mer, partout. Et donc je suis toujours fasciné par cette déconnexion, ce temps de retard, ce laps de temps qui semble être un marathon fait par un unijambiste myope, sourd et un peu... Et un peu cul-de-jatte peut-être en plus. Donc... Mollo sur les myopes, Stanislas. Non, mais vous savez, j'ai aussi des problèmes de vue, donc je me permets d'en rigoler. Mais oui, j'ai des lunettes, cher Alexandre. Et donc voilà, je suis fasciné. C'est comme le droit du sol. Et le sujet du droit du sol à Mayotte, tant mieux que le sujet droit du sol soit posé. Mais c'est un sujet que l'on essaye de poser pour la France métropolitaine depuis des années et des années. Et que Mayotte essayait de poser aussi depuis des années. Évidemment, et c'est là où d'ailleurs ils ont crié au loup, le loup est bien là, ils criaient au loup et le loup était là et on ne les a pas entendus. Ouais. Et si nos dirigeants pouvaient comprendre que les gens en France qui crient parce que le loup est là, ils ne crient pas par plaisir, mais ils crient par nécessité, c'est un cri de survie, ce serait une très bonne chose. Et là on a la chance d'avoir des ministres qui essayent, ou en tout cas dans leurs déclarations, de faire avancer des sujets.
qu'ils aillent au bout de leur démarche. S'ils appliquent à Mayotte, ils doivent l'appliquer en France, à minima. À ce détail près qu'il y a Parce quand que même Mayotte c'est une la France. dissension visiblement dans le gouvernement, qui est que Jean-Noël Barrot expliquait qu'il fallait continuer à soutenir les Comores, le gouvernement des Comores, à continuer à les Alors, lui- développer, etc. Et il s'était déjà opposé à Bruno Retailleau sur la question algérienne, quand même. C'est ce que je voulais dire, ouais. On sent on sent quand même une division, même au sein du gouvernement. Et puis, bon, c'est bête, mais cette idée de mettre un mur de fer entre Mayotte et les Comores, enfin, en fait, l'idée du mur de fer entre deux îles est quand même C'est particulièrement un élément de langage. attrayante. Je sais bien, oui, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un aspect derrière qui consiste à en fait essayer de mettre des grands mots et des grands termes devant quelque chose sur lesquels effectivement on n'a jamais eu des résultats. Et dernière chose, c'est que ce que vous disiez, c'est qu'ils sont tout le temps en retard. Emmanuel Macron, quand il a vu, il parlait de la pêche aussi à Mayotte, il disait mais je vois ce qu'on a fait depuis 6 ans, c'est pas possible. On se demande qui était président à ce moment-là, Ouais, quoi. C'est qui l'interpelle, quoi. C'est un peu le drame. Et puis le problème, c'est vu qu'ils se réveillent toujours en retard, ils ont besoin d'être dans la surenchère. Maintenant, c'est-à-dire qu'évidemment, Emmanuel Macron peut pas dire oui, on va contrôler l'immigration, on va essayer de la stopper. Non, il a besoin de dire on va mettre un mur de fer, ça parle. Et pareil, alors, encore une fois, en faisant référence à d'autres, mais que ce soit M. Orban en Hongrie, M. Trump, enfin d'ailleurs Obama, sur leurs frontières, quand à l'étranger on nous parle de murs, de dômes, etc., on nous explique que c'est des fascistes. Quand Emmanuel Macron le dit pour Mayotte, bon, bah, après tout, c'est un président raisonnable qui veut assurer leur sécurité. Mais sur Monsieur Barrot, il est objectivement l'un des ministres qui touche le moins de balles de ce gouvernement, que ce soit sur la question évidemment algérienne ou sur la question de Mayotte. Jean-Noël Barrot, il a décidé, pour exister, d'être l'anti-Retailleau et d'être d'être le combattant acharné contre la droite. Il est extrêmement virulent sur la question russe. Alors là, vraiment, lui, s'il pouvait non pas partir à la guerre, mais envoyer des gens en guerre, dès demain matin, il le ferait avec plaisir. Alors quand il s'agit de faire un bras de fer avec l'Algérie... Alors que l'Algérie est financée par les Russes elles-mêmes, et c'est merveilleux. Il est à côté de la plaque. Je vous invite à regarder France 2, enfin en tout cas un extrait qui est absolument lunaire et qui en dit long sur son niveau. Il est confronté au photocall de Léa Salamé sur Service Public. Et c'est un exercice qui est amusant parce qu'on présente des photos aux invités politiques ou aux invités tout court et on doit poser une question ou avoir une réaction. C'est un exercice pas forcément évident à la télé de trouver les bons mots, la bonne formule, tout le monde n'a pas ce talent-là. Mais ne pas avoir de talent et être médiocre, il y a un fossé. Et pour ça, je vous invite à regarder cette émission. Mais Jean-Noël Barrot fait partie clairement de la deuxième catégorie. Au moins, ça c'est clair. Non, mais je suis fasciné par ce personnage qui me semble loin d'être bête, qui j'imagine, a accès à tout un tas d'informations et qui est aussi à côté de la plaque. C'est pour ça que je vous parlais de balle, il est vraiment à côté. On parlait de coureur de marathon unijambiste, je pense qu'il est joueur de football estropié. Quand on parle de mettre fin à l'immigration irrégulière, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une petite façon de contourner le problème dans son essence même, c'est-à-dire qu'on se concentre sur l'irrégulière, il nous reste quand même l'immigration régulière à gérer, comment est-ce qu'on va la gérer? Là, ça reste flou. Ah bah le vrai drame en réalité de l'immigration, et ça il faut le dire, mais Éric Zemmour le martèle et d'autres, mais en tout cas lui l'a rappelé en tant que candidat à l'élection présidentielle en 2022, le sujet le plus important c'était pas l'immigration irrégulière, puisque par essence il est irrégulière donc illégal. Ouais. Donc en fait, elle déjà pouvoir la régler. Et on devrait déjà, donc les dispositifs légaux nous permettent déjà de régler cette question-là. Mais le sujet est évidemment le plus préoccupant parce que c'est quand même des chiffres alarmants. C'est près de 500 000 entrées par an. C'est évidemment le regroupement familial, c'est les visas pour les étudiants étrangers, etc., etc. Et ces sujets-là, les demandeurs d'asile, évidemment. Bien sûr. Et ça rentre presque dans l'illégal, les demandeurs d'asile aussi, parce que, encore une fois, toutes les demandes qui sont rejetées, oui, mais en 90% fait, ils ont le droit de venir pour faire leur demande d'asile. Oui. Et ce que l'on réclamait, et ce que beaucoup réclament, c'est évidemment que les demandes pour ces gens-là se fassent dans l'ambassade du pays de départ. Bah oui. Sauf que nous, elles sont en France, donc on les laisse rentrer en France pour qu'ils fassent leur démarche, et après, en effet, ils sont en situation irrégulière, puisqu'ils ne repartent pas. Mais bon, une fois qu'ils sont là, qu'on les a laissés faire de la paperasse, etc., bon, bah, le mal est déjà fait. Il faut évidemment les empêcher de venir et tout simplement qu'ils fassent des demandes auprès des ambassades françaises à l'étranger. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour la suite. Merci beaucoup Stanislas Rigaud pour cette addition. C'était aussi une sorte de petite revue de presse avec vous. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et merci aussi à toute l'équipe.